C'est un homme dont ni le nom ni le visage ne sont connus. Un terroriste aux yeux de la justice française. Nous sommes allés à sa rencontre dans un village perdu du sud-ouest de la France. Il se prénomme Florian, plus connu dans la presse sous son surnom Libre Flo. En décembre dernier, 4 ans après son arrestation, il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir, selon la justice, tenté de monter un groupe révolutionnaire armé. Un dossier fragile, basé sur quelques parties d'airsoft et la confection de gros pétards dans l'ennui du confinement. Il a toujours nié les faits. Militant anarchiste parti combattre Daesh en Syrie en 2017, il a été sous surveillance dès son retour en France. Il ne s'est jamais exprimé dans la presse. Mais aujourd'hui, dans le petit café culturel et politique où il travaille, il se confie à Blast et dénonce une instrumentalisation de l'antiterrorisme pour réprimer les contestations radicales. Je suis connu comme Libre Flo, qui était dans l'affaire du 8 décembre 2020. Donc une affaire de terrorisme d'ultra-gauche d'après la DGSI et le PNAT, le Parquet national antiterroriste. Je suis militant politique plutôt à la base anarchiste et du coup toute l'affaire a été montée puisque j'ai rejoint les YPG, les unités de défense du peuple au Rojava, donc au Kurdistan occidental, qui est en Syrie et avec qui j'ai combattu contre Daesh à Raqqa, l'ancienne capitale de l'État islamique. En fait, tu as combattu le terrorisme, tu as combattu les pires terroristes qui existent, on peut dire. En tout cas, récents, c'est les plus gros barbares que j'ai à ma connaissance. Qu'est-ce qui t'a motivé à les combattre là-bas, les combattre contre Daesh ? Il n'y a pas trop de questions, on va dire, à combattre Daesh. Quand on connaît un tout petit peu toutes les ignominies qu'ils font. Les Kurdes, je les ai connus par ce biais-là, par la lutte contre Daesh. Et j'ai appris à peu près à connaître aussi leur vision politique, leur objectif aussi, leur révolution. Leur objectif, c'est le confédéralisme démocratique, qu'on pourrait résumer par du communalisme, donc une base politique décentralisée, de démocratie directe, pour faire très simple, basée après aussi sur le principe du coup d'émancipation des femmes, donc de libération des femmes, qui est d'ailleurs le fer de lance de la révolution, qui est considérée comme, on va dire, la première nation oppressée. Et du coup, il ne peut pas y avoir de libération de la société sans la libération des femmes. T'es formé là-bas militairement ou comment t'as fait ? T'as eu une formation ou... Alors, j'avais aucune notion militaire. Donc, j'ai appris sur place. C'est quelle année que tu es rentré alors ? Je suis rentré fin janvier 2018. D'accord. Je suis parti un peu après la libération de Raqqa. Donc après, tu es rentré en France et c'est là, si on peut dire, que les ennuis ont commencé. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé ? Donc je suis rentré sans trop de soucis. Par contre, à chaque contrôle routier, clairement, il y a quelque chose qui allait pas, quoi. Donc un contrôle routier où tout est en règle, ça prend 45 minutes. On voit les agents qui sont normaux et dès qu'ils tapent ton nom, ils reviennent, ils osent plus te regarder dans les yeux, ils deviennent pâles, ils s'enferment dans leur voiture, ils sont en panique. Donc tu le savais qu'on était derrière toi, t'avais compris. Ah bah c'est assez clair. La DGSI en veut aux personnes qui ont été au Rojava, aux militants, parce que les militaires qui y ont été, il n'y a pas de souci, mais tous les militants politiques de gauche qui ont pu combattre au Rojava, c'est clairement dit, on est derrière votre cul et voilà. Donc à partir de là, on est un petit peu inquiet. Après, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une arrestation un peu surprise en décembre. Raconte l'arrestation, comment c'est passé On est tranquillement en train de dormir, il y a quelqu'un qui force le camion, on ouvre les yeux, on a des fusils d'assaut pour braquer sur nos têtes, quoi. Mais on se dit quoi à ce moment-là ? Ça doit être... On doit pas... Enfin, qu'est-ce qui se passe par la tête dans ces cas-là ? On a peur ? On comprend pas ? Je sais pas si on a le temps d'avoir peur. Il y a quelque chose qui fait que on se dit qu'ils attendent qu'une chose, c'est de tirer. Voilà. Je suis pas dans leur tête, mais c'est ce que j'avais dans la mienne. Et du coup, je répétais bêtement quand on me demandait de faire quelque chose, je le répétais bêtement avant pour bien signaler que j'allais bouger, faire ce qu'ils allaient me demander, pour être sûr qu'ils interprètent pas mal un mauvais mouvement. Ils t'expliquent pourquoi t'es arrêté ? Ils te disent quelque chose ? Ils disent un truc très flou. Ils disent terrorisme, mais on comprend pas. Ouais. Donc au début, je sais pas si c'est l'expulsion du squat ou si. Pourquoi
Ouais. Parce qu'on j'étais dans un squat, du coup je comprends pas parce qu'ils m'arrêtent, ils arrêtent un autre copain, ils en arrêtent pas d'autres. Moi j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On me dit terroriste, mais je comprends pas mieux. Et après on m'emmène à la DGSI, là, le Levallois-Perret. Et là, on te demande quoi à la DGSI? Bon, toutes les questions tournent autour du Rojava. Mais elles tournent autour de quoi, en gros, les questions? Ils demandent ce que tu as fait au Rojava, ou ils demandent tes convictions politiques? Enfin, Tout. Les convictions politiques, ce que je pense de Macron, ce que je pense d'Erdogan. Ils me demandaient, voilà, quel est le bord politique, si j'ai un parti politique, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que j'ai fait là, un panel très très large. Du coup, ils te disent toujours pas les faits précis, en fait, qui te sont reprochés à ce moment-là. Il y a plusieurs conneries qu'on a pu faire quand on se faisait chier. On a fait des gros pétards, mais je ne vois toujours pas quand même le lien avec du terrorisme, tu vois. Avec le confinement, je me retrouve bloqué à Toulouse. On est dans un squat qui a un hangar, on peut pas aller dehors, ça me saoule. J'ai un pote qui est à la campagne qui me dit vas-y viens, j'y vais. Et là, en fait, on fait toutes les activités qu'on peut. Ouais. On va faire à la fois de la forge, retaper un moulin, faire du jardinage, aller faire du sport, de la cueillette, s'occuper de chatons. Et aussi, du coup, à un moment, on se dit bah vas-y, on essaye ça. Donc vous avez manié des explosifs, quoi, en fait. On a fabriqué des trucs qu'on avait trouvés sur Internet, on a fait les trucs et à un moment, ça a marché. D'accord. Après, comment par exemple la DGSI est au courant de ça, c'est qu'il y avait des micros chez moi. Officiellement, il y a 10 mois d'écoute par jour. C'est continu, c'est tout le temps. Donc oui, à savoir que j'ai une pièce chez moi, qui est ma cuisine, mon salon, ma chambre à coucher. Donc dès que si vous fiez à l'intérieur, vous buviez un verre, vous discutiez entre vous. Pas même dehors, on nous entend quand on est devant mon camion. Ouais. On entend des débiles qui sont morts de rire. Il y a aucun moment donné où on parle de bah tiens, si ça marche, on fera ci, on fera ça. Non, c'est juste des teubés qui sont en train qui se marrent. Donc en fait, toute la vie, tout ce que vous faisiez était écouté. Voilà. Et ce qu'ils ont réussi à sortir, c'est des petits passages coupés de moins d'1% qui sont même pas probants. On nous accuse d'organisation, comment on appelle ça? Association de malfaiteurs à visée terroriste. Et en fait, les gens qui sont autour de moi font partie de leur potentielle organisation, qui est le récit de la DGSI. Et en gros, voilà, c'est l'organisation. Et du coup, les gens ne se connaissent pas. Donc, une association de malfaiteurs, de gens qui se connaissent pas et qui n'ont aucun projet. Ça a été reconnu au tribunal, il n'y a pas de projet. Ce qui présente comme quelque chose d'incriminant, c'est que vous ayez fait des parties d'airsoft. Oui. Du coup, moi, je fais de l'airsoft depuis que je suis revenu. En fait, c'est un effet, pour moi, cathartique, on va dire. Ouais. De pouvoir, en fait, reproduire des choses qui sont pas anodines, mais dans un espace ludique. On a fait 2-3 entraînements à tout casser, quoi. C'est tout. Ouais. Donc, du coup, c'est ce qu'ils appellent des entraînements paramilitaires. Donc, 2-3 pélos qui se réunissent 2-3 fois et qui jouent dans une maison abandonnée, comme tous les gens qui font de l'airsoft font. En fait, ceux qui vont combattre Daesh et qui reviennent après en France, vous êtes traités un peu avec la même suspicion que des gens qui seraient partis faire le djihad et qui reviendraient. Dans leur tête, on ne part pas, par exemple, on ne va pas combattre au Rojava pour lutter contre Daesh et le terrorisme. On y va dans le but d'acquérir des connaissances et revenir après les mettre contre la France. Du coup, ils m'envoient direct à Bois d'Arcy et mettent directement en isolement. Cet isolement qui est clairement une méthode de pression, une torture blanche, dans le but de me faire avouer tout ce qu'ils veulent. C'est une horreur. C'est la destruction de son être. Ouais. C'est la disparition de soi, quoi. Moi, j'entendais les autres devenir fous. Ça se finit par des cris, des hurlements, des cris d'animaux. Moi, tu es là, waouh, c'est bon. Ah ouais. Comme je dis, c'est déjà un combat permanent de pas craquer dans tous les sens. Et en fait, on va dire qu'avec les avocats m'ont dit, on est en terreau, c'est Joker. Ils font ce qu'ils veulent, même ce qui est illégal. Même cet isolement qui est illégal et qui répète tous les 3 mois, machin. Et en fait, ils m'ont dit, on va tout faire pour, mais tu sortiras pas de l'isolement tant que l'instruction, elle sera pas bâclée, quoi. Et là, ça fait 16 mois de torture blanche. Moi, 15 mois à l'époque, puisque j'en refais. Et là, j'ai fait, en fait, j'ai tenu, quoi. Et j'ai tenu, j'étais carré, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Moi, comme je dis, ma tête, elle déraille. Ouais. Tout mon elle déraille. Faut que je sorte. Ouais. Voilà. Vas-y, reprends ton souffle. C'est dur d'évoquer ça. Tranquille. Prends ton temps. Et du coup, là, il y a pas le choix, en fait. Je sais que le but, c'est de me détruire, de m'annihiler. Et là, en fait, il y a pas le choix. C'est une question de survie.
Et, Parce qu'il a duré très longtemps, ta grève de la faim. bah, j'étais à 2 doigts de mourir. T'étais à 2 doigts de mourir. Et bah, le juge d'instruction a dit « Ah, mais s'il fait une grève de la faim, ça prouve sa dangerosité. Ah oui. » L'insensibilité la plus absolue. Et quand mon pronostic vital a commencé à être engagé, ils ont mis 1 semaine avant de me sortir. Bah, ça met son corps vraiment en danger. Enfin, En même temps, c'était ça, ou rester en isolement et mourir aussi d'une autre manière, quoi. Et à la fin, après, voilà, on arrive sur un truc où ils nous mettent une peine donc, qui est minime comparée au risque qu'on avait. Et pour moi, le seul but de faire ça, c'est qu'on l'accepte. Oui. Mais si on l'accepte, ça veut dire qu'on ne fait pas appel, c'est-à-dire que ça fait un précédent. Donc, la condamnation n'est pas confirmée, il y a appel, donc tu es présumé innocent pour l'instant, mais si jamais elle est confirmée, ça veut dire que tu es considéré officiellement par la justice française comme terroriste. Je crois que c'est une insulte que je tolérerai pas. M'insulter de pote de Daesh, alors que justement, le nombre de camarades que j'ai perdus, c'est même honteux de dire ça, quoi. Terroriste, c'est quelqu'un qui s'en prend indistinctement à n'importe qui, de manière la plus violente et la plus impressionnante possible pour vraiment créer la peur et la terreur. En fait, on critique toute opposition de terroristes. Le terrorisme intellectuel, les éco-terroristes, les machins. Dès qu'il y a une opposition, on parle de terrorisme quasiment maintenant. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est partir de là, dire, bah, on a une affaire avec des gens qui se connaissent pas et qui n'ont pas de projet, on dit que c'est des terreaux, et ils ont validé. Bon, là, on voulait dissoudre tel groupe. Ah mince, c'est compliqué de dissoudre, ça marche pas. Bon, on s'en fout, faut dire que c'est des terreaux. Ils se connaissent pas tous, ils ont pas de projet, mais ils nous gênent. Cette définition très vague permet en fait à l'État de choisir lui-même, sans prendre en compte les actes, qui est terreau. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour son procès en appel. Si sa condamnation est confirmée, il sera définitivement un terroriste aux yeux de la justice française. Pendant au moins 10 ans, éventuellement renouvelable, son nom sera alors inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes, ce qui lui interdirait d'exercer certains métiers et permettrait une surveillance accrue des services de renseignement pendant des années, voire des décennies.